Les amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce live talk avec Jean-Marc Sen, les amis. Jean-Marc Sen, qui c'est? Eh ben, c'est très simple, c'est le head docteur français à l'UFC. Donc l'UFC qui est l'organisation numéro 1 mondiale de MMA. Vous l'avez certainement vu s'illustrer dernièrement lors de son intervention lors du combat de Benoît Saint-Denis. Benoît, c'est quelqu'un avec qui j'ai partagé le tatami, il m'a appris des trucs, il m'a appris des techniques, j'ai passé une super après-midi à ses côtés, j'ai appris plein de trucs. Vous vous rappelez que du coup le combat contre Renato Moicano qui a eu lieu à l'UFC Paris en début septembre ne s'est pas passé exactement comme il l'aurait voulu et comme je l'aurais voulu. C'est là où l'arrêt du médecin, donc Jean-Marc, qui est présent avec nous sur le live ce soir, a arrêté le combat parce que Benoît était trop blessé. Et en fait, quand c'était arrivé, je me suis dit, merci en fait. Franchement, intérieurement, je l'ai remercié parce que je voulais pas que Benoît prenne plus de dégâts. Aujourd'hui, je l'ai invité pour qu'on parle un peu de tout ça. Qu'est-ce qui se passe quand on est médecin et qu'on bosse dans un domaine aussi particulier que le MMA? C'est parti, on va pouvoir attaquer. Écoute, Jean-Marc, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que je peux te laisser te présenter à mon chat peut-être? Bonjour à tous, moi je suis le docteur, puisque je suis médecin, le docteur Jean-Marc Sen. Je suis médecin du sport, un peu spécialisé dans les sports de combat, particulièrement dans le MMA. J'ai été longtemps médecin de l'équipe de France de judo pendant 10 ans. Maintenant je suis médecin du MMA. Depuis peu, je découvre les plaisirs du stream et j'ai eu cette immense chance de rencontrer Henri et qui m'a proposé de faire ce stream commun. Toi de base tu es médecin du sport, tu as pendant longtemps été médecin dans la fédération de judo. Quand le MMA a commencé à se structurer et qu'il y a eu la fédération française qui a été créée, les gens se sont naturellement tournés vers toi. Et le jour où il y a eu le premier UFC Paris, ils se sont directement dirigés vers le médecin qui était affilié à la FMMAF. Et c'est comme ça que tu t'es retrouvé head doctor de l'UFC Paris. Exactement, projeté directement au premier UFC jusqu'au troisième et les autres aussi, parce que c'est l'UFC, c'est le PFL, c'est KSW, c'est Bellator. Je suis arrivé là avec toute une équipe. Moi, c'est la partie émergée de l'iceberg, mais il faut savoir qu'on est une équipe de 20 personnes environ. J'ai avec moi 4 médecins du sport, on appelle ça les médecins de coin qui viennent récupérer les combattants pour pouvoir les examiner après. J'ai 3 chirurgiens qui sont avec moi, un chirurgien orthopédique, un ophtalmo et un stomatologue, parce qu'il y a souvent de la suture. Oui, forcément, oui. En cas d'extrême danger, j'ai même un médecin réanimateur avec un infirmier réanimateur qui sont là si vraiment faut démarrer une réanimation cardiovasculaire. En backstage, j'ai aussi 2 infirmières qui aident les chirurgiens, j'ai un orthésiste qui est capable de faire, des orthèses un peu sur mesure pour pouvoir aider si un combattant a une grosse entorse, une fracture, puis des ambulanciers, 3 hôpitaux en alerte, enfin bref. On va attaquer avec ce premier thème, donc les infections et les antibiotiques. La première question que j'aimerais te poser, du coup, c'est quoi les infections les plus courantes et quelles sont les plus dangereuses? Les infections les plus courantes dans les sports de combat, en fait, sont des infections qui vont se faire par contact. Souvent, ce que disent les combattants, ils disent voilà, j'ai eu un staph. Faut comprendre staphylocoque. Dites-vous qu'on a carrément des abréviations tellement c'est fréquent maintenant. Le fait d'être dans une ambiance chaude, contact et humide, eh bien ça, c'est propice au développement de plein de germes. C'est vrai que c'est des infections bactériennes, mais pas seulement malheureusement. Il peut y avoir des champignons, il y a des mycoses qui sont très fréquents. À côté de ça, évidemment, tout ce qui peut aussi se être par contact, donc ça peut être des poux. Oh, c'est dégueulasse. T'as des gens, tu sais, ils viennent, ils prennent pas de douche et tout, c'est horrible. La gale. Quoi? Attends, mais toi t'es peut-être pas dans la même salle que moi, toi, c'est des sauvages chez toi. Non, mais le médecin, on recueille tout, nous. Le gars, il est au Moyen-Âge, il s'entraîne. Heureusement, c'est très rare. Du temps, c'est le staphylocoque et puis c'est la mycose. J'aimerais peut-être casser une idée reçue autour du staphylocoque parce que par exemple j'en ai déjà parlé à ma copine en disant voilà ça arrive que des gens chopent des staphylocoques avant un combat et c'est pour ça qu'ils sont fatigués etc. Et elle me dit mais c'est quoi, ils se douchent pas genre? De ce que j'ai compris, même moi j'avais cet a priori là, mais en fait tout le monde peut le choper en fait. Oui. C'est pas un manque d'hygiène. Oui et non. Ah très bien. C'est vrai, tout le monde peut l'avoir. Il y a plus de risques de développer une infection pour une personne plus elle a de staphylocoque sur la peau. Une des façons après avoir été sur le tapis d'éviter d'avoir longtemps des staphylocoques sur la peau, c'est la douche immédiate. Il faut dire que quelquefois, les combattants ne se douchent pas immédiatement. Il y en a qui vont rentrer chez eux, ils prennent leur douche chez eux. Puis il y en a, ils arrivent chez eux, ils se douchent pas tout de suite. Et d'accord, donc ils attendent 3 heures. Eh ben oui, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures sans se doucher, ça peut favoriser également le développement opportuniste. Et il suffit d'avoir une égratignure, une plaie cutanée, pour que ça puisse plus facilement, bien sûr, pénétrer se la peau. développer. Et puis moi, ce que je conseille aussi, c'est d'avoir des vêtements longs, d'avoir des rash-guards longs,
longs, d'avoir des leggings qui soient longs également, parce que moins il y a de contact de la peau, bien moins également on a de risque d'avoir ce genre de choses. Même en dehors des staphylocoques, je trouve que c'est intéressant parce que je crois que j'ai développé des petits boutons ci et là en pratiquant. C'est même pas du staphylocoque, je crois que c'est juste à force de se frotter avec des hommes en sueur. C'est très bizarre comme façon de le dire, mais à force, au bout d'un moment, tu développes des problèmes cutanés, quoi. Mais exactement. Il y a de l'irritation cutanée, il y a des infections bien sûr opportunistes en fonction des bactéries. Souvent, parce qu'on dit staphylocoque, mais en fait, il y a plusieurs bactéries qui peuvent se trouver sur la peau. C'est pas obligatoirement un staphylocoque. Pire, c'est quelquefois la bactérie, elle est résistante. L'antibiotique, en fait, ne suffit pas à éradiquer la bactérie. Le traitement précoce et complet est important. Précoce, ça veut dire que quand on a des signes, faut pas attendre, parce que quelquefois il y a ça aussi. La personne dit bon, j'ai une infection, je mets un strap dessus et puis je continue à tourner. Ça, c'est absolument horrible parce que si la personne se traite pas, l'infection va se développer. Comme elle va se développer, il va être porteur et donc il va essaimer toutes les bactéries à ses petits camarades et c'est pas un strap qui empêche de passer la bactérie. Si jamais, par exemple, la personne prend un antibiotique et termine pas son traitement, ça c'est la pire des bêtises parce qu'en fait, on va enlever une partie des bactéries, mais il y a une partie qui est plus résistante qui va rester et qui va pouvoir à nouveau se développer et cette fois-ci, ça se donnera une infection avec résistance aux antibiotiques. Oui, ça c'est quelque chose qui arrive souvent avec la toux, ça aussi, c'est la même chose, ça arrive souvent avec la toux. En fait, ça c'était quelque chose que tu m'avais dit que j'avais trouvé très intéressant dans la préparation en amont de ce live. C'était quand tu m'expliquais qu'en fait, quelqu'un, lorsqu'il est atteint d'un staphylocoque, en réalité, au lieu d'attendre je sais pas combien de temps que l'infection se développe dans le doute, c'est bien de prendre l'antibiotique tout de suite parce que tu m'avais dit que dès les premiers jours de la prise de l'antibiotique, tu n'es plus contagieux, c'est ça? 3 jours, absolument. 3 jours. Il faut à peu près 3 jours pour que l'antibiotique soit efficace pour diminuer la contagiosité. Pour les mycoses, il faut à peu près 5 à 7 jours. On a parlé des antibiotiques, on chope des staphylocoques, d'autres infections, etc. On est obligé de prendre des antibiotiques et ce qui fait que souvent les gens ils disent qu'ils arrivent fatigués, notamment au combat. On a vu donc des cas récents, que ce soit Benoît Saint-Denis il y a à peu près 8 mois contre Dustin Poirier, que ce soit Mathieu Leto lorsqu'il était au Dana White Contender Series, on avait aussi vu qu'il avait un staphylocoque. Est-ce que c'est suicidaire d'aller en combat avec un traitement d'antibiotiques? C'est une question qui est ressortie il y a peu de temps. Le fait de dire l'antibiotique fatigue. Bon, ça, franchement, il n'y a pas d'études qui démontrent ça. Par contre, ce dont on est certain, c'est que l'infection, ça fatigue. Ça puise de l'énergie dans le corps, ça empêche la récupération, ça crée de l'inflammation et ça, c'est source de fatigue. Se dire, je vais pas prendre d'antibiotiques, mais je vais laisser proliférer une infection, ça, c'est vraiment une grosse bêtise. Il faut traiter, si on veut pas être fatigué, il faut d'abord traiter l'infection. Est-ce que sous antibio, c'est préconisé d'aller accepter un combat? Parce qu'ils disent souvent que c'est ça qui les fatigue, mais en tout cas, quand ils sont sous antibio, est-ce qu'ils auraient pas intérêt, du coup, même en dehors des enjeux financiers, à décaler le combat ou à dire, voilà, là, c'est annulé? Ou est-ce qu'il y a un peu cette culture de la ténacité qu'il y a dans ce sport-là, qui dit qu'on doit être rude et qu'on doit passer outre cette maladie et qu'on combat même malade, quoi? Ça dépend de l'importance et de la localisation de l'infection. Si l'infection est active, pour moi, il faut décaler le combat. Même des infections cutanées, l'infection cutanée peut se diffuser. Il y a une chose que j'oublie de dire, c'est qu'on peut contaminer son adversaire. Ah bah ça, c'est peut-être une stratégie, tu vas au face-off, tu lui tousses sur la gueule et t'espères qu'il soit mort le jour du combat. Ah, c'est un risque, parce que quelqu'un qui vient avec une infection, par exemple, il faut savoir que les combattants sont examinés au moment de la pesée. Et là, si on voit des infections cutanées, etc., on lui demande de se déshabiller, pour bien examiner tous les aspects. Mais s'il y a un star énorme, enfin une grosse infection locale, c'est pas impossible qu'on demande à la personne de ne pas combattre. Donc je pense que c'est un mauvais calcul. Je viens de voir que dans les points, tu m'as noté quelque chose qui moi m'étonne. C'est une ligne sur les antibiotiques toujours où tu me dis, est-ce que tous les antibiotiques sont autorisés? Est-ce que certains peuvent être considérés comme du dopage? Et quel effet ça peut avoir sur le corps? Alors je t'avoue que moi les antibiotiques, pour moi c'est plus pour combattre l'infection, mais en quoi ça peut être considéré comme du dopage? La réponse elle est simple, ce n'est pas dopant. À ma connaissance, il n'y a pas d'antibiotiques qui soient dopants. En tout cas, certains, pas les antibiotiques courants qu'on utilise, les pénicillines, etc. Ça, il n'y a pas d'antibiotiques qui soient dopants. Mais c'est vrai qu'il faut se poser la question chez le sportif, à chaque fois qu'il prend un médicament, est-ce que c'est dopant? Il doit poser la question. Mais qui pense qu'un antibiotique est dopant? Non, parce qu'il y a beaucoup de médicaments courants qui le sont. Ah bon? Ah bien sûr. Comme quoi? Par exemple, l'Actifed, médicament qui sert pour le rhume, par exemple. C'est quand on est enrhumé, des fois on peut prendre un médicament contre le rhume, ça c'est dopant. Mais pourquoi? Parce que t'as envie de bien respirer? Non, en fait, il y a énormément de médicaments qui sont prescrits couramment par même le médecin généraliste et qui en fait nécessitent une autorisation à usage thérapeutique. C'est-à-dire qu'ils sont interdits, qui sont sur liste interdite. Par exemple, dans la
il y a de la pseudoéphédrine. Et la pseudoéphédrine débouche le nez, mais en même temps, c'est un stimulant. Ah, d'accord, je vois. Et on n'a pas le droit d'utiliser de stimulants. Voilà. Il y a, par exemple, des médicaments contre la tension artérielle. Par exemple, les bêta-bloquants qui permettent de ralentir le cœur, mais qui permettent évidemment d'éviter le tremblement. Ça, dans certains sports de précision, c'est interdit. D'accord. Bon, bien sûr, des diurétiques. Les diurétiques, c'est des médicaments qui sont couramment utilisés pour traiter l'hypertension artérielle. Et le problème, c'est que ça permet d'éliminer l'eau, et donc ça permet de, mieux gérer son poids. Et deuxièmement, ça permet également de masquer et de diluer des produits dans les urines. Ah, d'accord, je vois. On va pouvoir passer au thème suivant, du coup. Donc là, on a vu tout ce qui était infection et antibiotiques. Un autre sujet qui est très récurrent dans le sport du MMA, c'est le weight cutting. Pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce que c'est que le weight cutting? Alors, le weight cutting, c'est le fait d'essayer de perdre du poids, essentiellement par une déshydratation, dans les derniers jours avant la pesée, pour choisir une catégorie de poids en dessous de son poids réel. Pourquoi est-ce que les combattants font ça? Parce que, évidemment, ils cherchent à se réhydrater, donc à reprendre de l'eau. Parce que quand on perd du poids en 2-3 jours et qu'on reprend en 24-48 heures, c'est de l'eau, hein, ça peut pas être de la masse grasse, évidemment. L'idée, c'est de reprendre un avantage pondéral, un avantage de poids sur son adversaire. Si on pèse 5 kilos de plus, bah, ça se sent en termes de performance. Souvent, les gens disent que le weight cutting, c'est une forme de triche. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, je suis totalement d'accord. Ce côté-là, cutting, moi, je trouve que c'est une tricherie. Parce qu'en fait, dans les faits, la personne cherche à combattre dans une catégorie qui n'est pas la sienne. Donc, en ça, c'est une tricherie. Ça, c'est un premier point. En plus de ça, le fait, en fait, se déshydrater de manière importante, c'est dangereux pour la santé. Bon, par exemple, ne serait-ce que pour la commotion cérébrale, on parlera peut-être, il faut savoir que le cerveau est rempli d'eau. Et autour, il y a ce qu'on appelle le liquide céphalorachidien, qui a un effet, en quelque sorte, de tamponnement amortisseur, en quelque sorte, pour éviter, bien sûr, le choc direct contre la boîte crânienne. Quand on est déshydraté, eh ben, on a une perte de ce liquide céphalorachidien, on a une perte de l'hydratation, et donc il y a un impact corrosif plus puissant d'un traumatisme crânien et facial. C'est à la fois un avantage de poids, mais ça peut aussi être un désavantage en termes d'endurance, et du coup on est plus prompt à se prendre des KO à cause de ça. Exactement. Et ça a été même démontré qu'il y avait plus de risques effectivement de KO, plus de risques de commotion grave ou de lésions graves, et puis quand on est déshydraté, on est plus fatigué, on a une moins bonne performance, on peut être moins vigilant. Dernière chose pour moi, je pense qu'il faut vraiment limiter ce comportement en fait de weight cutting profond, c'est que ça sert souvent à rien parce que les deux adversaires vont faire ce weight cutting. Donc s'ils perdent, ils reprennent, en fait ça sert strictement à rien. On a un phénomène où un, c'est une tricherie, deux, c'est dangereux, ça touche la performance et ça sert à rien. Bon donc en gros généralement quand on prend ces arguments là, on se dit là il y a certainement des choses à changer ou à induire peut-être par le règlement des combattants. Selon toi, qu'est-ce qui serait le moyen pour limiter le weight cutting? Parce que peser le jour J, c'est pas une solution, parce que rien n'empêche à ce que la personne fasse aussi un weight cutting le jour J, et là on aura des combats qui seront immondes, ou alors si jamais il rate le poids, ça annule le combat carrément, et les promotions elles ne pourraient pas proliférer. Comment tu pourrais faire ça? Parce que j'avais entendu parler du ONE FC qui avait un procédé au niveau du weight cut avec une clause de réhydratation ou quelque chose comme ça. Je t'avoue que je suis pas spécialiste dans le domaine, donc je serais très curieux d'avoir ton avis. Une solution majeure, moi que je trouve, c'est la double pesée. Le vrai problème pour moi, c'est le weight cutting profond. C'est la grande amplitude. Après, si c'est 2 kilos, si c'est 3 kilos, bon, voilà. L'idéal, c'est de le faire au minimum. Mais... Et ça, ce serait quoi, le weight cutting profond? C'est combien de kilos? Plus de 10% du poids du corps. Il faut savoir que quelqu'un qui est déshydraté de 10%, normalement, c'est une raison d'hospitalisation. Hein. Ah, d'accord. Oui, parce que des fois, on les voit monter sur la balance et des zombies, ils tremblent. Quelles sont les blessures les plus dangereuses ou les plus courantes? Les plus courantes, moi, j'ai envie de dire, c'est les coupures. Oui. C'est marrant parce que j'avais un patient ce matin, il était accompagné de sa mère. Je trouve qu'il faisait du MMA aussi. Et même chose, sa mère était extrêmement inquiète en disant mais comment docteur vous arrivez à suivre ce sport? Sport de con, hein, qu'on s'entende. Je répondais, je dis c'est vrai que c'est un sport traumatique. Il n'est pas aussi traumatique qu'on peut le penser. Donc la plupart du temps quand on se blesse en MMA, c'est des blessures qui sont relativement superficielles. Après c'est vrai qu'on va avoir des blessures ligamentaires, des contusions. Il peut y avoir cette fameuse commotion cérébrale qui est heureusement pas la blessure la plus fréquente. Mais la caractéristique aussi du MMA, c'est que les blessures sont relativement réparties sur le corps. C'est-à-dire que contrairement à la boxe anglaise par exemple, on va avoir des blessures qui sont très localisées sur la tête et les membres supérieurs. Pour le MMA, t'en es l'exemple typique puisque t'as une blessure au coude, au poignet et à la cheville. Ouais. Donc 3 localisations différentes. C'est des blessures mais c'est pas grave, tu vois. Genre je sais qu'il me faut quelques semaines, quelques mois et ça va se remettre, tu vois. C'est exactement ça. On l'identifie comme blessure puisque ça entraîne une gêne, mais c'est pas quelque chose, voilà, ça y est, je suis blessé, je vais plus pouvoir rien faire, je peux plus pratiquer le sport, etc. Il n'y a pas cet effet cumulatif
cumulatif, blessure toujours au même endroit. Et puis, il y a des sports où les gens, ça choque pas, et pourtant, c'est très, très traumatogène. Je pense au rugby. Au rugby, on a des blessures diffuses, et en plus de ça, on n'a pas que les frappes ou les impacts, mais on a en plus le fait que les gens sont lancés. C'est vraiment catastrophique. Pourquoi est-ce qu'il y a cette image-là? C'est parce qu'il y a déjà l'effet du sang. Ça, visuellement, ça choque. Justement, j'aimerais rebondir sur ce que tu dis. Plusieurs idées reçues, comme quoi le MMA, c'est plus brutal que la boxe. Pas forcément, parce que en MMA, lorsque tu tombes après un coup, un knockdown, tu mets 2-3 coups, si tu réponds pas, l'arbitre arrête le combat. Là où, en boxe anglaise, si jamais t'es knockdown, on va te faire relever, on va te compter 8 secondes, t'es encore traumatisé par le coup, on va te remettre un knockdown, et on va encore te recompter. Donc les chocs répétés sont beaucoup plus importants, et les commotions cérébrales s'accumulent en boxe anglaise, là où en MMA, on arrêterait le combat beaucoup plus tôt. Là, il y a un autre truc qu'il faudrait qu'on mette au clair, je pense, avec toi, et c'est super important, je pense, en tant que médecin, d'entendre ça, c'est l'idée reçue du casque. Est-ce que le casque, ça défend vraiment le cerveau? Parce que moi, on me dit souvent, Henri, il faut que tu portes un casque, et moi, je les porte pas, et je vous dire pourquoi. Moi, de mon côté, je trouve que paradoxalement, quand tu portes un casque, les gens, ils veulent te frapper plus fort. Le casque, ça te protège des coupures, justement, tout ce qui est superficiel, ça te protège pas. On s'était parlé tout à l'heure, c'est le choc du cerveau. Et si les gens, ils frappent plus fort à cause du casque, ton cerveau, il prend plus cher, en fait. Je suis 100% d'accord avec toi. Les deux exemples que tu as donnés, il y a un risque très important qu'on appelle le syndrome du second impact. C'est lorsque la personne fait une commotion cérébrale et elle reprend un choc très important. Quelquefois, il arrive que le cerveau se mette à gonfler, et à ce moment-là, il y a 10% de mortalité dans ce cas de figure-là. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Donc, le fait, effectivement, de ne pas avoir de compte est un élément de protection. Je suis 100% d'accord. Au MMA, paradoxalement, le fait d'interrompre, ça, c'est un élément de protection. Et puis, sur le deuxième truc, le truc du casque, je suis totalement d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une fausse bonne idée. La personne qui porte le casque se sent faussement protégée également. Premièrement, le casque n'empêche pas la traversée d'une onde de choc. Ça amortit un peu, mais ça n'empêche pas la traversée, ce qui fait qu'on peut quand même prendre une commotion cérébrale. Dans la commotion, il y a aussi l'effet de rotation de la tête avec le coup sur le menton. Et quand on porte le casque, en fait, ça a un effet d'accélération de la rotation de la tête. Donc, d'accélération du phénomène, en fait, finalement, de cisaillement du cerveau qui entraîne une commotion relativement grave. Non, la vraie chose, si on veut éviter la commotion cérébrale, c'est d'éviter les coups, évidemment, mais au-delà de ça, c'est le renforcement des muscles cervicaux. Le fait d'avoir des muscles du cou solides, c'est l'élément de bonne protection. Et deuxièmement, une qualité d'occlusion dentaire, c'est-à-dire avoir un protège-dents, une occlusion dentaire qui soit qualitative. Et si on a ça, on sait qu'on diminue le risque de commotion cérébrale. C'est-à-dire l'occlusion dentaire, enfin la qualité de comment tu fermes ta bouche, c'est ça? Enfin, quelle pression tu as? Exactement, c'est-à-dire qu'en fait, quelquefois, les dents ne s'engrainent pas parfaitement d'une personne à l'autre, ça arrive. Et ça, s'il n'y a pas un engrainement parfait et un calage de l'articulation de la mâchoire, eh bien en fait, ça diminue la force des muscles du cou. À ton sens, en tant que médecin, ce serait quoi du coup les gestes de prévention contre ça? Quand on est victime, quand est-ce qu'il faut consulter et comment on guérit d'une commotion cérébrale? Et déjà peut-être aussi, qu'est-ce que c'est qu'une commotion cérébrale? La commotion cérébrale, c'est une onde de choc, vraiment. Et en traversant le cerveau, ça entraîne des perturbations chimiques et électriques. Donc ça ne se voit pas à la radio. Ça ne se voit pas à la radio. Mais le cerveau ne fonctionne plus bien. Il n'y a pas de sang, il n'y a pas d'hémorragie, il n'y a pas d'œdème. La personne, en fait, va se dire, c'est bon, mon IRM est normal, donc je vais bien. Non, l'IRM est normal, mais le fonctionnement du cerveau n'est pas optimum. Il y a ce qu'on appelle une commotion cérébrale. Les signes de la commotion vont dépendre d'où est passée l'onde de choc. Il y a des zones du cerveau qui ont des fonctions différentes ou qui commandent des parties différentes du corps. En fonction d'où est passée l'onde de choc, on va avoir des dysfonctions extrêmement variées. Dès qu'on a des signes de commotion, faut écouter le médecin, faut respecter, faut laisser son cerveau cicatriser. Toujours un repos de 48 heures au moins au début, éventuellement une imagerie à voir avec le médecin si on suspecte quelque chose de grave. Et puis après, c'est reprendre de l'activité physique, mais très progressivement et surtout au début sans contact et sans choc. Et ensuite, il faut reprendre le sport progressivement en commençant par faire, si ce n'est un footing, du vélo, quelque chose de très comme ça aérobie. Et puis ensuite, pourquoi pas un peu de muscu, pourquoi pas un peu de fractionné. Et puis si tout va bien, on va commencer à faire du contact léger. D'accord. Et puis si tout va bien, du contact un petit peu plus du contact de la technique. Et si tout va bien, du contact un peu plus important. Et si tout va bien, un échange, un début. On commence à être plus enclin. Ça s'étale dans une durée plus ou moins longue en fonction de l'importance en fait de la commotion. Donc ça peut être 5 à 7 jours, oui, comme ça peut être 6 semaines. On m'avait dit qu'un protocole après une commotion cérébrale, ça pouvait être pendant 2 mois, après un KO notamment. Enfin, par exemple, Justin Gaethje, après son combat contre Holloway, c'était 6 mois avant de retourner au gym. Ouais, absolument. Parce qu'en fait, quelquefois, les gens aussi font une deuxième commotion. Et puis le fait d'avoir un effet cumulatif aggrave en fait encore les choses. KO égale forcément commotion ou pas? KO, c'est un terme sportif. Alors,
Alors, si la personne a perdu connaissance, oui, il y a eu commotion. Mais en revanche, on peut avoir commotion sans KO. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont commotion authentiquement et qui n'ont pas du tout perdu par KO. Et puis, il y a des KO qui sont pas des commotions, c'est les KO. Je parlais du KO abdominal, le coup dans le foie. La personne va être pliée en deux, va être déclarée KO, et pourtant, il n'a pas de commotion cérébrale. Écoute, je pense qu'on va pouvoir passer à la rubrique d'après, du coup, qui est tout à fait liée à tout ça, c'est les risques des combats. Le MMA est-il un sport à risque? Moi, je vais donner mon avis, mais évidemment que c'est un sport à risque. Après, tu vois, je donne souvent mon avis vis-à-vis de ça, quand on dit, ouais, t'es vachement courageux de faire ce genre de sport, j'y arriverai pas, il y a des gens qui me disent ça, mais en fait, pour moi, ça, c'est pas le vrai sport à risque. Ceux qui ont vraiment des yucks en acier, c'est ceux qui font des sports extrêmes, genre la moto, avec les figures, là, et qui sautent à 15 mètres d'eau avec leur BMX. Eux, c'est les vrais fous. Pour moi, c'est pas les combattants de MMA, pour moi, c'est ça les vrais sports à risque. C'est vrai, le MMA, en fait, pâtit d'une réputation qui a été volontairement un petit peu exagérée, mais volontairement, notamment par l'UFC, hein, qui, justement, qui a mis en avant la communication autour des KO extraordinaires, des coups, voilà, des grosses blessures. Voilà. Et c'est ce qui a fait que, finalement, les gens se sont dit, ouais, c'est des choses extraordinaires. Mais il y a beaucoup de sports où, en fait, on a des traumatismes pires. Je suis totalement d'accord. On a parlé du rugby. On peut parler, par exemple, c'est vrai, de la moto, des sports automobiles. L'équitation. L'équitation, ça peut être des traumatismes. Les gens, ils se fracturent le bassin, ils se font des cervicales, ils se font des fractures absolument horribles en équitation. Si on compare la gravité de blessures en fonction des sports, je suis pas sûr que le MMA soit si mal placé qu'on le pense. On a peut-être juste un dernier point qu'on peut aborder. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, le MMA a été assez réglementé médicalement parlant? Et si jamais il y avait quelque chose à changer, qu'est-ce que tu améliorerais? Peut-être ajuster les examens demandés, leur fréquence, etc. Ça, peut-être qu'il faut revoir certaines choses. Pour moi, le vrai point d'amélioration, mais c'est pas que médical, on en a parlé tout à l'heure, c'est le weight cutting. Et la deuxième chose qui nécessite aussi des progrès dans la recherche médicale, c'est également dans le suivi des commotions cérébrales. Avoir des marqueurs, parce que là, on a parlé, c'est que des marqueurs cliniques, donc il faudrait des marqueurs d'examen complémentaires fiables qui puissent être utilisés. Donc si on avait ça, je trouve que ça serait vraiment intéressant. Pour moi, c'est les deux secteurs qui pourraient être améliorés et qui, s'ils sont améliorés, franchement, on protégerait encore mieux la santé des combattants. Eh ben écoute, je crois qu'on a fait le tour globalement des questions et tout ce qui englobe la santé et le MMA. Merci beaucoup d'avoir fait ce live avec moi, Jean-Marc, ça m'a fait très plaisir, j'ai beaucoup appris et j'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec toi. J'espère que ça a été pareil de ton côté. Écoute, moi j'ai l'impression que j'étais en train de discuter avec un pote. Ah super alors. Et puis merci de m'avoir accueilli. On peut signaler évidemment que j'ai aussi ma chaîne Twitch, hein, oui. Voilà, où on peut bien évidemment s'abonner, faut pas hésiter. C'est très très sympa d'avoir fait ta connaissance parce qu'on s'est connus il y a pas si longtemps que ça, mais j'ai trouvé que ça a tout de suite connecté. Écoute, tout pareil, c'est la même sensation. Pour ceux qui nous regardent sur YouTube, j'espère que ce talk vous a plu. N'hésitez surtout pas à aller suivre Jean-Marc sur ses réseaux, on les a mis juste ici, donc les actus du doc sur YouTube ainsi que bienvenue chez le doc sur Instagram. N'hésitez pas non plus à le suivre sur Twitch, tous les liens seront en description. Tout le talk en détaillé, donc si jamais vous voulez vraiment tout voir, sera diffusé sur la chaîne YouTube de Jean-Marc. Donc n'hésitez pas à aller checker ça, ils vont être publiés épisode par épisode selon les thèmes qui vont être abordés. Je vous embrasse tous. On embrasse évidemment tout le chat. À bientôt, de toute façon. C'est ça. On se voit très vite. Passez une bonne soirée. N'hésitez pas à me laisser un pouce bleu et un commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace!